Bienvenue à mon nouveau podcast Top Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un vrai rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir discuter. La quête ultime, l'estime de soi et le bien-être personnel. Top Psycho! Alors bonjour, Maître Pépeux, est-ce que c'est comme ça qu'on vous appelle? Les avocats portent le titre de maître, Oui. effectivement français ici au Québec, oui. OK, d'accord. Alors John Pépeux, je vous vois ou je vous tutoie? C'est à vous de décider, je suis tu, vous, whatever you wish, ce que vous voulez maintenant. On se connaît assez bien, alors je vais te tutoyer. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu es avocat de la défense, spécialiste en criminalité aussi, c'est ça? Ben, en criminalité veut dire que je commets des crimes. Je ne suis pas spécialiste en criminalité, sinon je serais derrière les barreaux. Mais les gens disent souvent, ils mêlent les mots criminologue, criminaliste. Okay. Je suis un avocat de la défense qui pratique en droit criminel. Okay. On les appelle, des gens qui font ça, on les appelle des criminalistes. Ah, les criminalistes. Alors souvent, tu vas entendre des gens dire il est criminologue, il est criminalisé, il est criminaliste. Alors, celui qui fait du droit ou celle qui fait du droit criminel est un criminaliste. Ah, criminaliste, OK. Celle ou celui qui pratique la criminologie, c'est-à-dire est sociologue de l'étude du crime et autres, on peut l'appeler un criminologue, c'est comme un sociologue. Oui, exactement. OK, bien parfait. Donc, ça fait combien de temps que tu œuvres dans ce métier? Ça fait une quarantaine d'années. J'ai été reçu au barreau en 1980. Wow. J'ai fini mon cours de droit à l'Université Laval en 1979. Avant ça, j'avais fait un cours en business. J'ai mon bac en administration en 1975. Et avant ça, j'avais fait un bac en sciences politiques à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Donc, wow. Des sciences politiques à un peu de business. Et finalement, le droit m'a pris et c'est ce que je fais dans le jour à jour. Autant d'études que médecin. Je vais vous dire, vous dites ça, mais mon ami Larry Lanz, qui est pneumologue, son épouse a travaillé pour moi pendant 23 ans. Il a passé son dernier examen pour être expert en pneumologue. Il avait 43 ans, alors d'âge. Mm-hmm. Moi, j'ai fini mes études, j'avais 25 ans. Wow! J'ai commencé à l'université à 16 ans. À 16 ans, dans le temps? Okay. Et j'ai fini à 25. Donc, j'ai fait une dizaine d'années d'université. Wow, c'est super. Fait que c'est pour ça que vous avez 40 ans d'expérience. J'ai été chanceux. Ils ont appliqué des cours à mon diplôme en business. Là, ils ont pris des cours de mon bac en sciences politiques. Ah! Et en droit, j'ai eu des... Donc, on pouvait créditer certains cours. Donc, ça m'a permis d'avancer un peu plus vite que... Ah, mais quand même. Que la norme. Ouais. Puis, je trouvais ça extrêmement important que vous soyez dans mon podcast parce que il y a beaucoup de victimes, de gens qui ne savent pas comment dénoncer une agression sexuelle. Ils ne savent pas c'est quoi le processus. Ils restent dans le silence. Je trouvais ça important d'avoir un avocat de la défense en plus qui peut nous éclaircir à propos de ces processus-là. Ça serait intéressant aussi si vous avez l'opportunité d'interviewer une procureure de la Couronne ou un procureur de la Couronne, parce qu'ils ont aujourd'hui une équipe. Quand j'ai commencé ma pratique, j'ai commencé comme procureur de la Couronne. Okay. J'ai fait mon stage, d'ailleurs, du barreau comme procureur de la Couronne. À ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe spécialisée. Aujourd'hui, on a des équipes spécialisées en violence conjugale. Oui. La salle 611 au Palais de justice, vous allez là, c'est essentiellement des gens qui sont accusés d'avoir commis des actes de violence sur leurs épouses, sur leurs époux, sur des membres de leur famille. Alors, c'est comme la chambre familiale criminelle. On spécialise, on va là, puis à tous les jours, il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'accusés. Et donc, il y a cette spécialité. Il y en a tellement qu'on a fait une chambre spéciale pour accueillir des gens qui sont accusés de violence. À la Couronne, aujourd'hui, ils ont des équipes. Fait que ça serait intéressant pour toi, peut-être en temps opportun, de convoquer une procureure ou un procureur qui pourrait te donner exactement ce qu'ils ou elles font dans le cadre d'un dossier qu'ils doivent autoriser. Et quant à moi, moi, je vais défendre l'accusé, comprenez-vous? Alors, de ma perspective en défense, voici ce que je vois. Nous, quand on reçoit le dossier,
tu as un client qui vient dans ton bureau et dit j'ai fait l'objet d'une accusation, je dois comparaître à la cour dans un mois. Un mois, oui. J'ai été remis en liberté et en conséquence, il y a une date sur la promesse de comparaître qui nous oblige à aller à la cour. Dans d'autres cas, c'est tellement sérieux et l'agression a été tellement sérieuse qu'effectivement, il y a eu arrestation le même soir. Et notre client est donc dans les cellules et on le rencontre au palais de justice parce que son père ou sa mère ou sa tante ou quelqu'un a appelé. Et donc, on les voit au palais de justice et on les représente devant la cour pour tenter d'obtenir un cautionnement, c'est-à-dire une remise en liberté. OK. Avant cette situation, avant qu'il y ait accusation, donc avant que moi j'entre dans le décor en raison du fait que j'ai à défendre quelqu'un, il y a tout un processus qui doit se faire et qui commence avec une plaignante ou un plaignant qui rencontre un policier ou une policière au poste de police généralement. Et si ce n'est pas au poste de police, bien, ça sera un policier qui va se déplacer à l'endroit où il y a eu l'agression. Le policier, généralement un constable, va prendre des notes et va par la suite peut-être inviter la personne à aller au poste de police. Et au poste de police, la personne va donner, ou la plaignante va donner une déclaration verbale pour commencer, par la suite écrite, et aujourd'hui même filmée. Oui. Quand j'ai commencé, on ne les filmait pas. Aujourd'hui, on pose des questions. L'étape deuxième, c'est qu'on va te demander de faire une déclaration écrite d'une page, 2 pages, 3 pages, 5 pages, 10 pages. Mm-hmm. Tu dis tout ce que tu as à dire par rapport à ce que tu as vécu. Mm-hmm. Et cette déclaration, une fois terminée, peut aussi faire l'objet d'un vidéo qui est fait. Et donc, les policiers aujourd'hui ont les notes des constables qui arrivent sur les lieux et qui prennent les premières notes. Il y a par la suite la déclaration que donne la personne de heure X jusqu'à heure X et qui comprend un nombre de pages qui sera le nombre de pages du dossier en question. Donc, si je comprends bien, Et il y aura le vidéo qui vient compléter le scénario où tu vas voir la personne qui fait l'objet d'un questionnement, question-réponse, question-réponse, ou qui fait l'objet d'une déclaration qui est sur vidéo et qui est pris par les policiers. Alors, une fois que ce système-là est en place et que l'enquêteur au dossier arrive au dossier, bien, l'enquêteur va parler à un procureur de la Couronne, rencontrer un procureur de la Couronne et dire « Voici, j'ai rencontré tous mes témoins, je suis prêt à ce que soit judiciarisé ce dossier. » Donc, l'enquêteur qui est chargé du dossier, une dame ou un homme, va avoir peut-être, si ça s'est fait dans un bar, il va peut-être avoir 2 témoins oculaires d'une agression dans le bar. Il va peut-être avoir le chauffeur de taxi qui a amené l'agresseur à tel endroit. Il va peut-être... Donc, dans certains dossiers, tu as une preuve circonstancielle qui se bâtit et qui se fait, en plus de la déclaration de la victime. Alors, une fois que toute cette preuve est recueillie, il ou elle, l'enquêteur ou l'enquêteuse, rencontre le procureur de la Couronne. Le procureur étudie le dossier et dit essentiellement, je suis satisfait, la preuve me satisfait, je vais porter une accusation. Ou, monsieur l'enquêteur ou madame l'enquêteuse, voulez-vous s'il vous plaît retourner le chauffeur de taxi qui me dit telle chose, je suis pas satisfait ou j'en voudrais plus. Alors, va demander à l'enquêteuse ou à l'enquêteur d'aller rencontrer témoin X, dans mon exemple, le chauffeur de taxi, pour obtenir de lui ou d'elle une déclaration additionnelle par rapport à tel fait précis qu'elle veut. Et jusqu'à ce que le procureur ou la procureure de la Couronne ne se sente pas à l'aise, l'enquête continue. Et souvent, c'est le procureur qui va dire « Va me chercher ça, va me chercher ici, il me manque tel autre élément, va me un avion devait être pris, allez donc à Air Canada, prenez-moi les billets d'Air Canada qui a été l'objet du vol pris par l'accusé 1 heure après qu'il ait agressé son épouse. Donc, va me chercher... souvent, des preuves qui n'ont rien à voir avec... ou qui semblent ne rien avoir avec rien, deviennent importantes pour le procureur de la Couronne. Et donc, elle va demander à son enquêteur d'aller colmater ce qui manque, d'aller chercher les bouts de preuves qui manquent. Et donc, il va peut-être se rendre au bureau d'Air Canada pour prendre la liste des passagers sur tel vol. Il va savoir que l'individu, après avoir agressé la personne, est parti pour Hong Kong sur tel avion. Et donc, on aura toute l'histoire un peu avant, jusqu'à l'arrivée des constables, jusqu'à ce que la personne disparaisse pour Hong Kong et est arrêtée 6 mois plus tard, comprenez-vous? Oui, mais quand le juge décide de fermer le dossier par manque de preuves, c'est parce que le processus que vous avez dit était insuffisant par rapport Alors, voici ce qui se passe. Donc, une fois que le ou la procureure de la Couronne décide d'autoriser la plainte,
ils font préparer ce qu'on appelle une dénonce, une information. L'information, l'acte d'accusation. L'acte d'accusation est déposé. Un numéro de dossier est donné à la cour et le procureur, la couronne va peut-être dire au policier, je trouve que c'est sérieux à un tel point que cette personne va donc l'arrêter. Mais là, en état d'arrestation, il fallait comparer détenu. Ou on va procéder par voie de sommation, c'est-à-dire qu'on va autoriser qu'une sommation soit signifiée par huissier à la personne et elle comparaîtra en liberté dans... Ça dépend. Si c'est un dossier de nature plus sommaire, c'est-à-dire j'ai peut-être touché la partie d'un corps de quelqu'un, donc de 1 à 10, 10 étant le plus sérieux, mineur c'est une majeur. infraction mineure. J'ai frôlé ou j'ai touché une partie d'un corps que je n'ai pas d'affaire à toucher. On n'ira peut-être pas arrêter la personne sous mandat d'arrestation pour l'amener au poste de police et ensuite au palais de justice pour la faire comparaître détenu. On va émettre une sommation. Ah. Si c'est une personne qui a fait l'objet d'une agression sérieuse où la personne a été à l'hôpital pendant 3 semaines, puis il y a eu des voies de fait, il y a eu des lésions, la procureure ou le procureur va peut-être décider, vu le sérieux de l'affaire, de faire arrêter la personne et donc dire aux policiers, allez l'arrêter, je veux qu'il comparaisse détenu. Donc, la décision appartient à la couronne. La couronne peut procéder par voie de sommation, c'est-à-dire que la personne comparaît en liberté devant un juge en temps opportun, 1 ou 2 mois plus tard, et où l'arrêter et dire aux policiers, écoutez, votre dossier est clos, allez arrêter tout de suite, puis je veux que la personne comparaisse demain. Et donc, dépendant du sérieux, dépendant du casier judiciaire, si c'est quelqu'un qui a déjà 5 agressions sexuelles à son dossier, ça va aller la plus couronne vite. va peut-être décider de le faire arrêter tout de suite, puis le faire comparaître détenu demain matin, comprenez-vous? OK. Alors que si c'est quelqu'un qui n'a pas de dossier et que c'est une infraction, je dis mineure, toute agression est sérieuse, mais Oui. on en qualifie de plus mineur. Il y a des graves, puis il y a agression armée. Alors, aujourd'hui, tu as un voie de fait simple. Tu peux partir avec un voie de fait simple, voie de fait armée, agression armée, agression sexuelle régulière, c'est-à-dire sommaire, ou une agression sexuelle armée, une agression sexuelle grave. Alors, tu peux même avoir une séquestration et tu peux avoir un enlèvement. Donc, tu peux avoir un voie de fait dans un dossier, tu peux avoir une agression dans un dossier, et dans un autre dossier, tu peux avoir le voie de fait, l'agression, la séquestration et l'enlèvement. Donc, dépendant du sérieux de l'affaire et des crimes que le ou la procureure croit avoir vus dans sa preuve, il y aura une décision de prise à savoir si cette personne-là comparaît en liberté ou détenue. Une fois qu'elle comparaît, la première étape, c'est la personne plaide coupable ou non coupable. Il faut s'assurer qu'elle est en état de comparaître. La victime? Non, l'accusé. L'accusé, OK. Il faut s'assurer que l'accusé qui comparaît devant le juge est dans un état. Si elle semble affectée, le juge va peut-être dire, voulez-vous faire examiner cette personne-là? Je veux savoir si elle est capable de comprendre ce qu'est l'accusation portée contre lui ou contre elle. Et là, parce que tu ne peux pas faire un procès à quelqu'un qui est complètement dans les vapeurs, complètement fou. Donc, il y a un psychiatre. Idem pour la victime. Alors, on va se prononcer. Et souvent, c'est l'avocat de la défense qui va dire, Monsieur le juge, voulez-vous reporter le dossier, ou Madame le juge, voulez-vous reporter le dossier, s'il vous plaît, à 30 jours, pour faire expertiser, s'il vous plaît. On va faire expertiser, monsieur, pour voir s'il est apte à comparaître. Alors, tu as des gens qui ont commis le crime, ou qui semblent être un crime, mais une fois évalués, s'ils sont dans un état mental où il n'y avait pas la capacité de commettre le crime, la défense fera valoir une défense basée sur les rapports médicaux qui vont témoigner du fait que la personne ne savait même pas ce qu'elle faisait. Comprends-tu? Alors, pour subir ton procès, tu dois être apte à comparer. Une fois que tu es apte, bien là, tu subis le procès comme si tu es apte. Si tu n'es pas apte, il y a des rapports qui viennent dire, écoutez, cette personne-là n'est pas apte, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et là, une décision est prise de savoir dans le cas si on procède ou non. Et je continue par rapport à ta question. Donc, le procès, tu as posé une question. Oui. Alors, il comparait, on s'assure qu'il est apte. Normalement, les avocats de la défense vont plaider non coupable, vont obtenir la preuve de la couronne. Une fois qu'ils ont la preuve de la couronne, ils vont dire, couronne, voulez-vous me donner des détails de plus par rapport à telle chose? Je sais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il dit qu'il a fait telle chose. Mais avez-vous des rapports qui indiquent que l'appel téléphonique a été fait à telle heure? Je veux les rapports du cellulaire. Donnez-moi. Alors, donc, la défense a le droit de demander une preuve et la couronne se doit de communiquer la preuve si elle est pertinente au dossier. Comprenez-vous? Une fois que la preuve est considérée comme étant complète,
avant d'aller à procès, dans certains dossiers, on a le droit à ce qu'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire est une phase où la défense a l'opportunité de tester la preuve de la couronne. Alors, dans des dossiers d'agression, on va souvent faire une enquête préliminaire qui est avant procès. L'accusé ne témoigne pas généralement, OK. à moins qu'il y ait un alibi, puis il veut dire « j'étais à Boston, puis je n'étais pas à Montréal ». Mais généralement, alors, il annoncerait son alibi ou à la comparution ou à l'enquête préliminaire. Généralement, à l'enquête préliminaire, c'est la prétendue victime. C'est la victime qui témoigne et elle ou il vient conter son histoire. Et là, si, après beaucoup de questionnements de la part de la poursuite et de la défense, il s'avère qu'un jury pourrait en venir à la conclusion qu'ils n'ont pas une preuve suffisante pour condamner, le juge peut dire, écoutez, j'ai entendu une belle histoire, mais savez-vous quoi? Il y a eu du poussaillage, il y a eu des éléments de... Mais je ne suis pas satisfait, procureur de la Couronne, que le crime d'agression sexuelle a eu lieu. Et là, le juge a le droit de citer surtout toute preuve révélée par la... Il a le droit de citer pour tout crime. Citer à procès sur tout crime révélé par la preuve. Il va peut-être dire, moi, je suis satisfait qu'il y a eu un voie de fait, donc je vais citer l'accusé à subir un procès sur voie de fait, mais pas sur agression sexuelle, parce que je ne suis pas satisfait que la preuve qu'un jury raisonnablement instruit pourrait en venir à la conclusion qu'il y a eu un crime d'agression sexuelle. Et souvent, il y a un débat. Des fois, le débat est assez simple. La Couronne reconnaît qu'il n'y a pas de preuve, mais qu'il y a sur voie... et donc est d'accord qu'il y a citation sur un voie de fait. Des fois, il y a un argument. La défense va dire, écoutez, il n'y en a pas de preuve d'agression, il n'y a pas de preuve de voie de fait. Et donc, il y a un débat qui s'ensuit et il y a une décision du juge de citer l'accusé à procès. Si la défense n'est pas contente, elle peut aller en certiorari, c'est-à-dire prendre une procédure devant un juge de la Cour supérieure et dire, écoutez, le juge a erré en citant sur un crime, en citant l'accusé sur un crime qui n'a pas été commis. Alors, je demanderai à la Cour supérieure de conclure par voie de bref de certiorari qu'effectivement, le juge a excité sa juridiction en citant à procès. Il n'aurait pas dû le faire et on demande à la Cour supérieure de juger. C'est des cas exceptionnels. La norme veut qu'on fait l'enquête. Après l'enquête, en prenant pour acquis que la preuve révèle qu'il y a eu une agression, on parle d'agression sexuelle ici, l'accusé est cité à procès. Même là, si on connaît pas, la victime ne connaît pas ses agresseurs. Défense. Même si la victime ne connaît pas la défense de l'accusé, oui. Il y a citation à procès, c'est-à-dire que le juge en vient à la conclusion que selon lui ou selon elle, il y a eu assez de preuves pour justifier que l'accusé subisse son procès sur l'agression sexuelle commise. Et donc, l'accusé a le droit d'aller devant un jury ou devant un juge seul. Il y a des cas qui sont plus facilement plaidables devant un jury. Il y a d'autres cas qui sont plus facilement plaidables devant un juge. Il faut évaluer les faits de chaque cause et l'avocat et son client prennent la décision. Et là, à procès, la preuve est faite par la couronne. La défense est faite par l'accusé. Par exemple, dans un dossier donné, l'accusé peut dire il y a eu relation sexuelle, mais il y a eu consentement. L'accusé, sa version, c'est il y a eu consentement. La victime n'est pas une victime, selon l'accusé. Elle a consenti à une agression, elle a consenti à une relation sexuelle, mais ce n'était pas une agression. Même si elle a des marques, même si elle est... Et là, il y aura un débat à savoir sur le consentement. S'il y a eu consentement, la victime va dire « j'ai pas consenti à telle chose ». Et la défense va prétendre qu'il y a eu consentement et qu'en conséquence, il n'y a pas eu de crime d'agression. Et le juge devra décider. Quand vous dites que le juge ferme le dossier parce qu'il n'y a pas de preuve, le juge devra apprécier la preuve. Et de quelle façon apprécie-t-il ou apprécie-t-elle la preuve? Pour nous, avocats, on le voit tous les jours. Je vais vous donner l'exemple qu'on cite souvent. O.J. Simpson. Pour la population, est-ce que O.J. Simpson a tué son épouse? Fort probablement que oui. Moi, je suis avocat de la défense. Je te dirais que, selon moi, il l'a tué. Il a été acquitté. C'est-à-dire qu'il a gagné sa cause. Il n'a jamais témoigné en défense. Un accusé n'est jamais obligé de témoigner. La couronne a fait une preuve. C'est un procès devant le jury. Il y a le juge Ito qui présidait, mais c'est le jury qui décide de la culpabilité ou non. Le jury a décidé de l'acquitter parce qu'il y avait un doute raisonnable dans le dossier. Alors, la couronne doit prouver hors de tout doute. Raisonnable. Hors de tout doute, ça veut dire quoi? Moi, je le dis comme suit. Hors de tout doute veut dire 99 à 1.
Wow. Alors que dans un dossier civil où O.J. a été poursuivi en dommages par la famille, par les deux familles, la famille Goldman et la famille de madame, on poursuit avant dommage. Là, c'est selon une balance de probabilité qu'on évalue la preuve. C'est-à-dire 51-49, tu peux perdre O.J. Fait en matière civile, on parle de balance des probabilités. Donc, O.J. a été poursuivi au civil et il a été condamné à payer 32 millions de dollars de dommages. Et la preuve s'évaluait 51-49, 60-40, 70-30. C'est pas hors de tout doute. Donc, au civil, c'est 51-49, un côté peut gagner. Au criminel, c'est comme 99-1. Faut que la couronne gagne la game 99-1. C'est ma façon de le dire. C'est-à-dire que la couronne doit prouver hors de tout doute que l'accusé a commis le crime. S'il y a un doute, le doute joue en faveur de l'accusé, il gagne. Donc, 99-1, là, c'est ma façon de le dire au public. Là. Ça prend une preuve mauditement sérieuse et convaincante et hors de tout doute. C'est-à-dire que, voici ce que les juges disent souvent quand on procède devant le jury. Mesdames et messieurs, c'est le juge qui parle au jury. Si l'accusé est probablement coupable, vous devez l'acquitter. S'il est probablement coupable, c'est pas hors de tout doute. Vous devez l'acquitter. C'est-à-dire, il l'a probablement fait, n'atteint pas le seuil de hors de tout doute. Il l'a fait à cause de tel... On a les preuves, on a ça. Il l'a fait parce que vous, les jurés, ou vous, le juge, c'est un procès devant le juge, en êtes venu à la conclusion que la couronne l'a prouvé à 99-1. C'est ma façon de le dire à 99-1 pour la population qui écoute. C'est très bien expliqué. Alors qu'au civil, 99-1, O.J. Simpson, il y avait un doute. Les gants faisaient pas. Les gants étaient. Le procureur de la couronne qui lui posait a dit mais non, les gants que la personne avait, qui a tué madame. Il a mis les gants faisaient pas. Fait que le jury sont restés avec l'image de O.J. qui dit they don't fit. Les gants font pas. Les gants avaient peut-être rapetissé à cause du sang, mais les gants, ils disaient écoutez. Mais tout ça. Donc, et l'enquêteur au dossier avait menti, c'était par jury. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé have you ever used the N-word? N for nigger. Avez-vous déjà employé le N-word? S'il dit oui, ben il est raciste. Puis s'il dit non, ils peuvent prouver qu'il a dit non. J'ai jamais employé ce mot-là. Et il y avait comme 20 avocats dans le dossier qui ont pu prouver que dans d'autres dossiers, il l'avait dit à plusieurs reprises. Donc, il a passé pour un menteur. Quand l'enquêteur au dossier passe pour un menteur, puis les gants font pas, puis l'accusé ne témoigne pas parce qu'il n'est pas obligé de témoigner, le jury fait quoi? Est-ce que c'est hors de tout doute? La réponse, c'est non. Verdict facile en droit, acquitté. Donc, moi, comme avocat de la défense, je comprends la décision très facilement dans O.J. Simpson. La couronne, on dit au Canada la couronne parce que c'est la reine qui nous gouverne et donc we're part of the crown. Aux États-Unis, c'est des district attorneys parce que l'État américain, il n'y a pas de procureur de la couronne, c'est des district attorneys. Alors, le district attorney là-bas, à Los Angeles, je pense, n'a pas réussi à prouver 99-1 que O.J. did it. Comme citoyen, je suis convaincu that he probably did it. Mais c'est pas ça le critère en droit. Le critère en droit, c'est 99-1. La poursuite doit avoir prouvé hors de tout doute que c'était lui. Il y avait un doute, les gars ne faisaient pas. Mais c'est quand même à cause de ça que beaucoup de victimes restent dans le silence. Parce que voici, dans le cadre de mon exemple, Marsha Clark, qui était la procureure, il y avait Marsha Clark, procureure de la poursuite, number one. Deuxième chaise à elle, il y avait un dénommé Darden. Richard Darden, ou Durden ou Darden. C'est Durden qui a posé. Et ils se sont parlé avant qu'il pose ses questions. Et Darden avait dit je vais y faire mettre les gants. Et Marsha Clark il avait dit fais-y pas mettre les gants. Parce que tu ne sais pas la réponse. Généralement, quand on pose des questions, on a raison de croire qu'on va savoir la réponse. J'ai tellement étudié mon dossier que je sais où sont les trous et que je vais savoir d'avance ce qu'on va me répondre. Si je ne sais pas la réponse en contre-interrogatoire, je ne devrais pas poser la question. Alors, Marsha Clark disait à Durden, pose pas la question, fais-y pas mettre les gants. Tout d'un coup, que tu as une réponse que les gants font pas. Darden a décidé qu'il posait la question. Quand il a posé, il a dit, mets les gants. C'était les gants du crime. Alors, le tueur avait
présumément porté ces gants-là, de ce que je me souviens de la preuve. Il a mis les gants, O.J. a levé les mains, puis il a dit « They don't fit ». C'est là que Johnny Cochran avait dit « If they don't fit, you must quit ». S'ils ne fit pas, tu dois quitter. Il y a un doute. Donc, le doute sur les gants, les 12 jurés, tout le monde voit ça. Marsha Clark, qui est venue à Montréal faire un discours à Place des Arts, est venue expliquer qu'elle savait à cet instant-là qu'elle avait perdu sa cause comme procureur, parce qu'elle savait qu'en posant la question à l'accusé et où les gants arrivaient, pas tout à fait, ça donnait un doute, comprenez-vous? Les gants étaient trop courts et auraient pu peut-être être portés par une autre personne qu'O.J. Simpson. Ou peut-être qu'il y avait rapetissé, on ne le sait pas, mais le fait reste qu'il y avait un doute. Alors, 12 jurés qui voient des gants qui ne fitent pas les mains de la personne que tu accuses, c'était un doute dans leur esprit en partant. Alors, ça, combiné avec la menterie, ou les menteries, le mensonge de l'enquêteur à l'effet qu'il n'avait jamais employé le N-word, nigger, alors qu'il l'avait employé. Ils lui ont lu des passages où il l'a employé dans des dossiers hauts. Il était prêt pour la réponse. Il savait d'avance que s'il disait oui, je l'ai employé, bien là, on allait dire que c'était raciste. Parce qu'O.J. était noir, l'enquêteur était blanc. Et il savait que s'il répondait qu'il l'avait déjà employé, nigger, il était raciste. Et s'il prouvait qu'il ne l'avait pas employé, ben il savait qu'il le pognait. Il était prêt pour le prendre parce qu'ils avaient fait de la recherche qui démontrait dans une quinzaine d'autres dossiers, il avait fait l'objet de... Donc, il avait dénigré des accusés. Je comprends, c'est très clair le processus, mais moi, je pense beaucoup à la victime qui doit entamer ce processus-là. Et je me dis qu'elle doit vraiment le faire rapidement pour avoir le plus de preuves possible. Parce que si elle attend devant le juge, ça laisse plusieurs doutes, là, d'après ce que je comprends. On a eu des dossiers récemment. M. Roson, par exemple, de Juste pour rire, qui a été acquitté. Même sorte de circonstance. Tu as une personne contre une personne, il y a un doute. Le juge a dit, c'est pas que je vous crois, monsieur, mais il y a des failles dans la preuve de la poursuite aussi. Alors, quand il y a un doute, on doit acquitter, comprenez-vous? Donc, pour le juge, c'était assez facile. Et l'accusation avait été portée plusieurs années plus tard. Je ne me rappelle pas combien d'années plus tard, mais dans son cas, l'agression pour laquelle, ou les agressions pour lesquelles il était accusé, datait de plusieurs années. Donc, quand moi j'ai commencé ma pratique, souvent, on n'accusait pas de façon générale, aussi souvent qu'aujourd'hui, pour des crimes commis il y a 30, il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 15. Aujourd'hui, on a des équipes spécialisées. On a le MeToo Movement. Les gens sont plus éveillés. Les patrons qui touchaient des parties intimes des corps de leurs secrétaires, de leurs adjointes, de leurs amis, des gens qui travaillaient pas. Ça se passait dans les bureaux, là. Alors, quelqu'un qui 30 ans, peut-être, écoutez, on refusait à l'époque, il y a 30 ans ou 40 d'années, on disait, écoutez, là, ça fait 30 ans. Le délai de prescription, c'est ça? Il n'y a pas de prescription en matière criminelle, mais de façon normale, à l'époque, la politique était on n'accuse pas. Aujourd'hui, avec le MeToo Movement, puis avec l'éveil des femmes qui se plaignent, qui ont des associations, qui ont de l'argent derrière eux, et les hommes, et des associations, et des discussions, puis les rencontres nationales et internationales. Au moins, on étudie les dossiers. On va étudier une plainte de quelqu'un qui a été agressé il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On va l'étudier. Je ne dis pas qu'on va accuser dans chaque cas, mais on va l'étudier, selon moi, plus sérieusement qu'il y a 40 ans. Mais se pose la question, et tout avocat de la défense le sait, vous avez attendu, j'ai eu un dossier à Joliette la semaine passée, les dames ont attendu 3 ans. Mon client est accusé d'avoir, en 2016, agressé 2 filles. Ils sont venus porter plainte en mai 2019, 3 ans plus tard. Et j'ai comme preuve que mon client a filmé la relation sexuelle. Ils ne le savent pas. Elles ne le savent pas au moment où je vous parle. C'était consensuel. Nous, on avait cette preuve-là d'avance du téléphone de mon client. J'ai posé des questions pendant une journée à une des victimes, ou prétendues victimes, et elle m'a menti. Donc là, j'ai une preuve qu'elle m'a menti. Elle s'est perjurée devant la cour. Et elle a commis le crime de méfait public, c'est-à-dire qu'elle a fait entreprendre par la police une enquête, sachant que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Il y a des raisons, j'en embarquerai pas pour Non, je comprends. Mais elle m'aurait... Non, c'est pas arrivé, il n'y a pas une relation, il n'y a pas ici. J'ai le film. Mon client,
lequel film a été transmis. J'ai le film, c'est-à-dire j'ai le vidéo Une preuve sur solide. téléphone, envoyé par une des deux filles après, qui pendant 6 mois de temps ou 9 mois de temps a dit j'aimerais ça te voir, et que c'était le fun. Ah, t'es rendu en ski? Ouais, on peut-tu se rencontrer? On peut-tu se voir? Aimerais-tu? Et qui, même jusqu'au mois d'août, donc ça serait arrivé en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 9 mois plus tard, le textait encore, puis il dit comment ça va? Mais non, tu peux pas texter. La couronne n'a pas cette preuve. Quand je vais aller devant la cour avec cette preuve. D'ailleurs, on a pris la décision que dans ce cas-ci, qu'on va aller voir le procureur de la couronne et on va lui donner les preuves qu'on a pour tenter d'éviter des honoraires à notre client qui aura nous. Puis si on va devant le jury, puis c'est un procès de 2 semaines, 2 semaines de procès, ça va coûter de l'argent. Oui, mais c'est ça justement financièrement. Donc, on essaye et on a mandat de sa part de dévoiler toute notre défense au procureur de la couronne. On le fait très rarement. Dans ce cas-ci, on a une preuve tellement accablante contre les 2 filles qui ont menti qu'on veut lui donner dans son bureau et lui dire, écoutez, là, fermez donc les livres tout de suite. Comprenez-vous? Donc, mais je reviens à ta question qui est, est-ce qu'on doit se plaindre? Mais on devrait se plaindre le plus vite possible. Mais évidemment. Les séquelles psychologiques. Je ne suis pas la femme qui a été agressée. Je n'ai jamais été agressé par une femme dans ma vie de façon régulière dans ma vie. Là, je veux dire, par quelqu'un avec qui je travaille ou quelqu'un d'autre. Peu importe. Mais si je l'avais été, peut-être que je comprendrais et peut-être que j'aurais eu une situation où j'aurais dit, bon, mais un mois plus tard, est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que je le fais pas tout de suite? Est-ce que j'attends? J'aurais pu vous expliquer ce que j'aurais fait comme démarche en regard du fait que j'ai attendu 6 mois, ou j'ai attendu 1 an, ou j'ai attendu 2 ans. Mais pour celle et celui qui a vécu ça, il y a souvent des considérants. C'est quoi les considérants? Ben, je suis avec mon mari, je l'aime. Ou je suis avec ma femme, je l'aime. Les enfants, que va penser la famille, ma job, mes voisins. Il y a beaucoup d'autres considérants. Et pas que le geste n'est pas arrivé, mais on pense aux autres considérants une fois que la plainte est portée. Qu'est-ce que ça va faire comme dommage collatéral à mes proches, mes enfants, ma famille, ou mon patron? Mettez ceux que vous voulez qui sont dans l'histoire dépendant des faits. Comprenez-vous? Et donc, la personne qui n'accuse pas, n'est pas fautive. Elle, si la personne, elle ou lui, évidemment, doit avoir une réflexion. Il y en a pour qui la réflexion dure 30 secondes, accusé de suite. C'est arrivé 10 fois, là, je suis tanné. Accusé. Il y en a pour qui ça peut prendre l'expérience a été est tellement traumatisante que ça a pris des années, des psychologues, et que seulement, par exemple, 10 ans plus tard, la personne se sent assez forte pour dire « OK ». Mais ça, on prend en considération. Là, je me sens fort. Oui. Là, je vais aller porter plainte. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des plaintes qui, 10 ans plus tard, sont portées. La personne a fait son cheminement depuis des années. Elle a été aidée par un psychologue, des représentants de l'IVAC, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes ou de la CAVAC, de la commission, un avocat, un psychologue, un docteur, des membres de sa famille. Alors, pour une personne, ça peut prendre 1 mois. Pour un autre, ça peut prendre 10 ans. Ou le temps que ça prend. Ben, Alors, le temps que ça prend, c'est le temps que ça prend. Et aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que les procureurs de la Couronne prennent le temps d'étudier une plainte, même faite des années plus tard. Évidemment, dans l'exception ou l'exemple que je vous donnais, les femmes ont attendu 3 ans, puis je peux te dire que nous, quand notre client dit « j'ai rien fait », on a pu assez rapidement, avec les preuves, on a les preuves documentaires de courriels envoyés ou de textos envoyés par des 2 filles. On a les textos. Oui. Mais t'as un instinct quand même, là, avec l'expérience, 40 ans, là, dans la justice. Ça veut pas dire qu'on Non? Alors, ça veut pas dire... Oui, on a l'instinct. Si je reçois la victime, je vais lui dire, madame, je vais vous accompagner dans votre... Je me rappelle une fille, entre autres, qui était venue. Son père l'avait agressée entre l'âge de 12 ans. Ici, elle est venue me voir, elle avait 30 ans, entre 12 et 24, 25 ans. Pendant 12, 13. Et là, elle disait, j'aime mon père. Mais il a couché avec moi pendant des années. Il m'a agressé de façon régulière, routinière, de façon hebdomadaire, des journées de suite. Ensuite, il me lâche. Puis ça a duré 12 à 15 ans. Là, j'ai 30 ans. Je suis prêt. Ils vont-tu me croire? En parlant de la police et des procureurs. J'ai dit... Alors, je l'ai accompagné dans cette réflexion.
Je lui ai conseillé même d'aller voir son père et de l'enregistrer. C'est ce que qui est la fille, Je la sais de qui tu chanteuse, parles, Nathalie Simard. Nathalie Simard avait fait. Si Nathalie Simard n'était pas allée voir les policiers, un contre un, doute raisonnable, c'est clair que Guy Cloutier aurait été acquitté. Mm. Le fait qu'avec les. Elle a attendu le temps qu'elle a attendu, elle a vu les gens qu'elle devait voir, et là, le jour où elle se sentait forte, elle est allée voir les policiers, ils ont dit. Et peut-être que la procureure, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, a dit écoutez, notre preuve ne sera pas assez forte, mettez-y donc un wire. Mais un wire étant. Un truc. Mettez-lui une babelle, un truc pour enregistrer. Mhm. Va voir Guy, puis essaye donc de se faire admettre. C'est ce qu'elle a fait. Et il a admis. Tu sais que je t'ai payé bien de l'argent. En tout cas, il y avait comme preuve au dossier, même plusieurs années plus tard, alors, le procureur qui l'a suggéré a été brillant. Les policiers qui ont exécuté avec brio. Ils sont revenus voir le procureur, puis ils ont dit, regarde, voici ce qu'on a. Et t'avais Guy Cloutier qui admettait avoir fait des agressions sur la personne de Nathalie. Mm. Alors, on a fait quoi? On l'a accusé. Tu fais quoi quand tu as les admissions? L'accusé est mal pris pour dire que c'était pas vrai. Ils l'ont piégé et il a répondu. Et le tape était assez clair à l'époque. Je t'ai donné des milliers de dollars, te rappelles-tu? En tout cas, le vidéo, ce qu'on a, pas une vidéo, mais la cassette de l'enregistrement des admissions de Guy, c'est ce qui a fait que celui-là a dû plaider coupable. Et il a engagé Maître Bourque à l'époque, qui est juge de la Cour supérieure aujourd'hui, puis ils ont enregistré un plaidoyer de culpabilité. Et je pense qu'ils s'en ont venu. Les deux parties sont venues à une suggestion commune de pénitencier, je pense, où ça s'est plaidé, puis il y a eu 3 ou 4 ans de pénitencier, je pense. Donc il s'est excusé publiquement. Mais il n'aurait pas fait ça dans un contexte où la procureure et où les policiers, ensemble, ont décidé d'aller obtenir la preuve qui manquait. Ça, c'est un exemple de dossier où je suis procureur, je veux l'autoriser, je vois un crime, mais je peux te dire d'avance qu'un contre l'autre, doute raisonnable, c'est l'accusé qui va gagner parce que tu n'as pas ton 99-1. Avec la cassette, avec le tape, on l'avait-tu, le 99-1? La réponse est oui. Et Cloutier a plaidé coupable parce que c'est cette preuve-là qui a mené à sa déchéance. Il y a beaucoup de monde, justement. Vous avez parlé du mouvement MeToo tout à l'heure. Il y a eu plusieurs mouvements qui font en sorte que les gens dénoncent sur les réseaux sociaux parce que le processus judiciaire est très complexe et il demande beaucoup à la victime qui a des séquelles, qui est pas bien face à ça. Quand tu dis complexe, le système judiciaire, ça prend du temps. C'est pour ça que ça. la Cour suprême, aujourd'hui, on est lié par une décision de la Cour suprême, l'arrêt Jordan, qui vient dire à la couronne, vous avez tant de temps pour faire votre preuve. En matière d'acte criminel, vous avez 30 mois. En matière sommaire, vous avez 18 mois. Du début de la comparution jusqu'à la date du procès, si tu dépasses ton 30 mois pour un acte criminel, tu peux plus agir. C'est comme prescrit, c'est pas le bon mot, là, mais il faut que tu procèdes à l'intérieur d'un délai, à moins que l'accusé renonce à des délais. Puis là, on peut dépasser si l'accusé a renoncé à des délais, comprends-tu? Mais généralement, s'il n'y a pas de renonciation au délai, il faut que tu procèdes dans des délais opportuns. Puis si tu ne le fais pas, tu es out, tu perds ta cause. Donc, aujourd'hui, tout le système fait en sorte, et je pense que la décision de la Cour suprême dans Jordan a aidé, et permet maintenant au procureur de la Couronne, qui a une bonne preuve, de plaider sa cause dans un délai raisonnable puis d'avoir des accusations qui réussissent devant les tribunaux. Évidemment, le doute raisonnable sera toujours là. Le 99-1 sera toujours là, ce critère-là. Et c'est ça que les citoyens est ancré dans le droit. On préfère laisser aller 10 coupables que de pendre un innocent. C'est ça la règle. Oui. On sait que tu es probablement coupable. On va te laisser aller parce que si on se trompe, on veut pas. Quand il y avait la pendaison, on disait on veut pas pendre. Là, il n'y a plus de pendaison au Canada, mais incarcérer quelqu'un de 25 ans. Oui, c'est ça. Le dossier du juge Delisle récemment, qui a été trouvé coupable d'avoir tué sa femme. Juge de la Cour d'appel. Le juge Delisle a été trouvé coupable d'avoir tué sa femme. On a trouvé une preuve plusieurs années plus fort qu'il l'innocentait. Il a été remis en liberté. Et là, le dossier est toujours... on va voir ce qu'on va faire avec cette preuve-là, savoir si la couronne va procéder ou non. Il y a une preuve qui, semble-t-il, n'était pas connue à l'époque, qui a fait en sorte qu'il a été libéré. Alors, le système peut être long.
C'est ça, Les c'est gens long. trouvent que- alors, et pour l'accusé, s'il est coupable de quelque chose, Ça fait son affaire. dans un sens, ça fait son affaire, surtout s'il a repris sa liberté. Alors que pour la victime, qui doit voir le policier, voir le procureur, revoir le policier, revoir sa déclaration, peut-être c'est déclaré dans les journaux, peut-être c'est une clause qui est plus populaire si les médias saisissent ça. Elle se fait regarder, elle se fait voir, elle se fait commenter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, quelque chose arrive, on sait que la voisine a sauté dans la piscine. Je sais que ma voisine, hier, il y a un bébé qui est mort à Brossard, au coin de la rue où je demeure. Un bébé de 3 ans qui est mort, là, tombé dans la piscine, il est mort. Au coin de ma rue à Brossard. On le savait le lendemain. Parce que les réseaux sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux font en sorte que tout le monde sait tout sur tout le monde. Alors, il y a des gens qui abusent, il y en a qui en profitent, il y en a qui disent des faussetés, il y en a qui disent des vérités. Dans les vérités et les faussetés, la game continue à jouer à un autre niveau. Et des fois, pour les avocats, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on s'en sert comme preuve pour aider un accusé ou la couronne pour aider une cause. Vous avez dit ça, monsieur. C'est que vous avez déjà... On trouve des preuves sur les réseaux sociaux qu'on n'avait pas il y a 40 ans pour aider à mousser notre défense ou la preuve que la poursuite a à faire dans un dossier donné. Mais le système est souvent long pour la victime. Long pour la victime. Parce qu'elle ou lui doit se faire poser des questions, se faire poser des questions publiquement, doit aller à l'enquête préliminaire, doit subir le contre-interrogatoire d'un avocat qui, souvent aiguisé, va sauter sur les petites contradictions. On cherche le doute raisonnable. Fait que surtout si la victime a un discours décousu après une agression, c'est pas le moment de... C'est pas facile. Si la plainte est portée 10 ans plus tard et le discours est décousu, écoutez, Non. c'est ce Si qu'on la a dit plainte a été portée 10 ans plus tard. très tôt, mais que le discours était décousu, Aussi. Alors, dans mon cas... quand la victime... Il y a des accusés qui ont un discours magnifique. Il y a des victimes qui, malgré le fait qu'ils ont été agressés, tiennent un discours qui est, je dis pas cohérent, qui est... Vous avez jamais témoigné devant un juge, vous arrivez là, c'est... Qu'est-ce que je fais? Je suis nerveux. Il y a un procureur, il y a un autre procureur, il y a une greffière, il y a un juge, il y a des caméramans, il y a des... C'est gros. le décorum de la cour. Pour nous qui sommes ça, ça fait 40 ans, je vais là, je suis pas impressionné. Là. Je suis peut-être plus impressionné par le fait que je sois avec vous aujourd'hui qu'être devant... Non, mais c'est parce qu'on est là tous les jours. Ouais. La victime qui arrive là pour la première fois dans sa vie, qui voit un procureur, les avocats parlent... Tu te rappelles peut-être même plus ce que tu as dit. Pas parce que tu t'en souviens pas, c'est parce que le système fait en sorte que tu es complètement dépaysé. Tu n'es pas dans ton milieu naturel, tu es complètement pris dans un... Et là, un avocat va te fesser dessus. Je comprends que tu as un avocat, le procureur de la couronne, avec qui tu dois être plus confortable. Il y en a qui ont même de la difficulté à répondre aux questions. Dites-moi, madame, à quelle date est-ce que c'est arrivé? Est-ce que... Ou dites-nous... qui, en chef, en commençant de la difficulté, c'est pas parce qu'ils comptent des histoires, c'est parce qu'ils sont impressionnés, sont nerveux, ils ont été agressés, le système les impressionne, et ils doivent faire face à l'accusé, à la personne qu'ils ont accusée. Ouais. Alors, pour les jeunes, aujourd'hui, on essaye de ne pas les mettre face à face, on les met dans une autre salle. On a trouvé des façons de faire en sorte que la victime ou la prétendue victime qui témoigne n'est pas vis-à-vis de l'accusé. Il ne se voit pas, donc, pour moins l'intimider, pour qu'elle puisse ou il puisse témoigner en toute quiétude d'esprit. Et quant aux enfants, même situation, on a un système au Palais de justice qui fait en sorte que, de Montréal, qui fait en sorte qu'ils sont dans une salle à part sur caméra et les témoignent, donc ne voient pas l'accusé qui est dans la salle, comprends-tu? Ouais. Alors, le délai des procédures, souvent, affecte la victime qui se fait dire, ça fait un bout de temps, regarde tout ce qui se passe, tout le monde est... C'est comme si tout le monde était dérangé, alors que la victime dit la vérité. Et souvent, même si elle porte plainte dans l'affaire Roson et l'autre, le chroniqueur de Radio-Canada, c'est la même. Les deux dossiers, les gars ont été acquittés, mais les juges ont dit, écoutez, on n'était pas convaincus qu'ils disaient la vérité. Et souvent, les victimes ne comprennent pas, mais s'il n'a pas dit la vérité, comment ça fait que... Mais c'est parce qu'il y a des failles dans votre témoignage. Alors, si vous n'êtes pas parfaite, puis eux, on ne les croit pas à 100%, il y a quand même un doute. Puis la couronne, le fardeau en droit, c'est qu'ils doivent prouver 99-1, hors de tout doute. O.J. Simpson, il a gagné, il a été acquitté. Selon les règles de droit, j'ai aucun problème à comprendre ça.
mais selon les règles de la société qui fait en sorte qu'on veut trouver le coupable, c'est clair pour moi qu'il était coupable et que ceux qui ne sont pas jurés dans la cause ou qui ne sont pas juges pourraient avoir et ont de la difficulté à comprendre ce principe de il est probablement coupable, mais il a gagné. Comment ça se fait? Ouais, c'est Parce ça. qu'il est probablement coupable, c'est à un niveau inférieur à hors de tout doute. Ou, tu sais, dans la société, surtout les artistes, ça va continuer parce que les accusés se retrouvent libérés, tu sais. Ça sert à quoi de faire ce processus-là, tu sais? Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, si quelqu'un a été agressé la semaine dernière et donc pourrait être agressé à nouveau par la même personne, qui est un ex-conjoint, ou je parle d'une situation où on a raison de croire que ça pourrait arriver à nouveau. Munissez-vous d'une caméra. Allez chez Spytronics, qui est une compagnie. Achetez-vous une babelle et enregistrez. Préparez-vous pour la prochaine agression. Vous allez avoir la preuve vidéo. Aujourd'hui, on peut acheter un petit clip, quelque chose qu'on peut mettre dans les cheveux, quelque chose qu'on peut mettre dans une plaie. Il y a toutes sortes de bébelles. C'est 007 qui vend des bébelles, qui vont enregistrer une caméra dans une pièce. Alors, on peut se procurer un appareil qui enregistre son et qui enregistre vidéo. Et on peut piéger, comme l'ont fait les policiers à la télévision, on peut piéger la personne qui... et c'est ce qu'il y a de nouveau. Donc, les personnes qui sont faites agresser peuvent aujourd'hui, avec des moyens technologiques, possiblement recourir à cette preuve dans le but d'attraper sur le fait la personne qui va continuer à les agresser. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir autant détaillé ce processus-là. On va devoir se quitter, mais je suis certaine que vous avez aidé beaucoup de personnes avec votre... pas témoignage, là, c'est pas vous, que c'est pas un témoignage, mais c'était très clair, puis même moi, ça m'a aidé à comprendre, puis motiver les gens aussi à dénoncer, puis de quand même faire ce processus-là, même si ça peut être long, et qu'on a évolué aussi, on n'est plus en 1982, là, on est en 2021, il y a plusieurs recours. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Et je te dirais que si tu continues avec d'autres podcasts, fais donc venir un procureur de la Couronne. Ben, Une procureure de la Couronne. Ça va être vous, mon contact, pour trouver un procureur de la Couronne. Non, mais je vais vous donner leur numéro. OK. Je vais vous le donner tout de suite. Parfait. Le bureau de la Couronne à Montréal, 514-393-2703. OK. Demandez de parler à la chef d'équipe des agressions sexuelles. Expliquez-leur ce que vous faites et dites-leur que pour renseigner la population, vous aimeriez qu'une procureure ou un procureur de la Couronne se joigne à vous pour faire le même exercice et pour expliquer en détail tout le cheminement qui doit être fait en raison d'une plainte portée par une victime qui a besoin d'aide. Et vous l'aurez en détail de ce qu'ils font dans leur bureau tous les jours. Puis vous aurez des détails que je ne vous ai pas donnés parce que je ne suis pas dans le secret des dieux de ce qu'ils font comme meeting ou équipe ou tel dossier. Et peut-être qu'un procureur pourra de la poursuite pourrait vous renseigner encore plus et que ça pourrait aider la population. Je le souhaite quand même. Mais je souhaite quand même que je continue à faire le mieux que je peux pour ceux qui sont accusés. Exactement. Et que je donne la cause. Non, pas les accusés, les victimes. Chacun a affaire. Dans le système judiciaire, je finis là-dessus, chacun a sa... On est tous des officiers de justice. Je n'irai pas inventer une preuve pour créer une preuve. Je vais défendre mon client selon les règles. Et si je pense que la preuve de la poursuite est tellement forte, amène-moi une vidéo, comme le dossier de M. Cloutier qui était accusé. Mais j'aurais sûrement tout fait pour négocier une entente, pour dire à la Cour, on va plaider coupable, on va vous faire une suggestion qui, selon nous, est raisonnable. Alors, dans notre job, il y a des cas où tu ne peux pas plaider une défense quelconque, la preuve est tellement accablante que l'accusé est coupable. Donc, on ne fait pas des procès dans ces cas-là, comprenez-vous. Voilà. J'ai un petit cadeau pour vous. Votre femme vous a déjà acheté quelques trucs de ma boutique. Donc, j'ai trouvé... commencez par l'ouvrir. J'ai trouvé quelque chose qui va compléter avec ce que vous avez déjà. Donc, j'espère qu'elle va vous faire et que... Oh mon Dieu, que c'est beau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est toi qui les fait, hein? Eh bien, en fait, oui, mais pas au complet, avec la compagnie de mon père qui est décédé. Ouais. Ils sont magnifiques, merci. Je Merci. vais aller skier avec mon fils David et ma fille Lara. Oui, Lara Grace. Je vais prendre des photos et je te l'enverrai. Parfait. Merci beaucoup et bonne
Bonne écoute, bonne continuation. Merci d'avoir écouté à la maison Monsieur John T. Pepper Jr. et à bientôt.